Mon fils m'a dit d'arrêter de parler à mes petits-enfants. Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue en pleine poitrine. Je n'aurais jamais pensé que l'enfant que j'ai élevé deviendrait ma plus grande source de douleur. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais cru partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier, je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. Je m'appelle Martine et j'ai 73 ans. Je vis dans un petit 2 pièces dans le 15e arrondissement de Paris, où le loyer coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Les murs sont fins et j'entends mes voisins se disputer à propos d'argent, d'enfants, de la vie. Mais rien ne me préparait au silence qui allait bientôt remplir mon propre foyer. Chaque matin, je me réveillais à 5h30 avant que la ville ne s'éveille complètement. L'odeur du café qui infuse se mêlait au bourdonnement lointain des camions poubelles faisant leur tournée. Je me tenais près de la fenêtre de ma cuisine, observant les premiers joggeurs sur le champ de Mars, leur souffle visible dans l'air vif du matin. Je préparais le petit déjeuner, pas seulement pour moi, mais en espérant, toujours en espérant, que mes petits-enfants me feraient la surprise d'une visite. Tom, mon petit-fils de 8 ans, adorait mes crêpes aux myrtilles. Sarah, elle a maintenant 11 ans, préférait les œufs brouillés au fromage. Je gardais toujours ces 2 ingrédients dans mon minuscule réfrigérateur, même quand l'argent se faisait rare. Même quand je devais choisir entre faire les courses et payer mes médicaments pour la tension. Les photographies sur ma cheminée racontaient l'histoire de temps meilleurs. Il y en a une de Michel, mon fils, quand il avait 7 ans, un sourire édenté, tenant un maillot du Paris Saint-Germain que j'avais mis 3 mois à économiser pour lui acheter. Une autre montre Sarah faisant ses premiers pas dans mon salon, les bras tendus vers moi, la joie pure sur son visage potelé. La photo de classe de Tom de l'année dernière est à côté. Il avait perdu une autre dent, tout comme son père au même âge. Mais dernièrement, quand ils venaient, leur sourire semblait forcé. Sarah levait à peine les yeux de son téléphone. Tom demandait s'il pouvait regarder la télévision au lieu de m'aider à faire des gâteaux comme nous le faisions avant. Et Michel, mon fils, l'homme pour qui j'ai tout sacrifié, restait près de la porte comme s'il était pressé de partir. Le pire, c'était le silence. Pas le silence confortable que nous partagions en faisant des puzzles ensemble, mais le silence lourd et suffocant d'un ressentiment non dit. Je le sentais s'accumuler comme des nuages d'orage au-dessus de Paris, sombres et menaçants. Ce mardi d'octobre a commencé comme n'importe quel autre jour, sauf que ce ne fut pas le cas. J'attendais avec impatience notre déjeuner hebdomadaire au petit bistrot du coin, rue de la Convention. C'était devenu notre tradition après le divorce de Michel. Lui, les enfants et moi, partageant des histoires autour de café et de crêpes au chocolat. Mais à 11h30 ce matin-là, mon téléphone a sonné. « Salut maman ». La voix de Michel était plate, professionnelle. « On ne pourra pas venir aujourd'hui. » J'ai serré le téléphone plus fort. « Est-ce que tout va bien? Les enfants sont malades? » « Non, ils vont bien. On a d'autres projets. » D'autres projets. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. J'ai essayé de garder ma voix stable. Eh bien, peut-être qu'on pourrait remettre ça à demain. J'ai acheté les ingrédients pour le moelleux au chocolat préféré de Tom. La pause a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. « Maman, il faut qu'on parle. » « Mais pas aujourd'hui. Je t'appellerai plus tard. » Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai fixé le téléphone dans ma main, la tonalité bourdonnant comme une guêpe en colère. Dehors, la vie continuait normalement. Les taxis parisiens klaxonnaient en descendant l'avenue Émile Zola. Les gens promenaient leurs chiens, portaient leurs courses, vivaient leur vie. Mais à l'intérieur de mon petit appartement, quelque chose de fondamental avait changé. J'ai passé l'après-midi à faire le moelleux au chocolat quand même. Le rituel familier de mesurer la farine, de casser les œufs, de mélanger les pépites de chocolat dans la pâte, tout cela occupait mes mains et empêchait mon esprit de sombrer dans des pensées noires. Le gâteau est sorti parfait, doré et sentant les souvenirs d'enfance. Je l'ai enveloppé dans du papier aluminium et l'ai posé sur mon comptoir, en attendant. Michel n'a pas appelé ce soir-là, ni le lendemain, ni le surlendemain.
Laissez-moi vous parler des sacrifices que j'ai faits pour ma famille. Non pas parce que je veux votre pitié, mais parce que j'ai besoin que vous compreniez à quel point cette trahison est profonde. Quand Michel avait 16 ans et s'est fait arrêter pour vol à l'étalage, j'ai dépensé toutes mes économies pour un avocat. 8 000 € que j'avais épargnés pour une nouvelle voiture, partis en une semaine. J'ai pris le métro pour aller travailler pendant 3 ans de plus, mes pieds enflant dans des chaussures bon marché, parce que mon fils avait besoin d'aide. Quand il a eu son bac avec des notes tout juste passables, j'ai fait des doubles gardes à l'hôpital où j'étais aide-soignante pour payer son BTS. Des semaines de 70 heures, mon dos me faisait mal, mes mains étaient à vif à cause du désinfectant et des produits de nettoyage. Mais je croyais en lui. Je croyais en son potentiel. Quand Sarah est née et que la première femme de Michel l'a quitté, qui pensez-vous a gardé ce bébé tous les jours pendant qu'il allait travailler? Moi. J'ai changé des couches, arpenté le salon la nuit quand elle avait des coliques, chanté des berceuses jusqu'à en avoir la voix rauque. J'avais 64 ans avec de l'arthrose au genou, mais je l'ai fait avec joie, parce que cette petite fille était mon monde. Et quand Tom est arrivé 3 ans plus tard, après que Michel se soit remarié, j'ai tout recommencé. 2 tout petits dans mon petit appartement, des jouets éparpillés sur toutes les surfaces, des miettes de biscuits écrasées dans mon tapis. J'ai aimé chaque minute chaotique. « Maman, tu peux garder les enfants ce week-end? Sophie et moi avons besoin de temps pour nous. »« Maman, tu pourrais nous aider avec le loyer ce mois-ci? C'est un peu serré. »« Maman, les enfants ont besoin de manteaux d'hiver. Tu sais comme c'est cher. » J'ai dit oui à tout. Chaque demande, chaque exigence, chaque urgence de dernière minute. Quand ma propre chaudière est tombée en panne un mois de février et que je n'avais pas les moyens de la faire réparer, j'ai porté 3 pulls et j'ai chauffé mon appartement avec le four plutôt que de demander de l'aide à Michel. Il avait assez de soucis avec sa propre famille. Mais les demandes continuaient d'arriver et la gratitude se faisait de plus en plus rare. « Tu es mélodramatique, maman », disait Michel quand je mentionnais que je me sentais exploitée. « On apprécie tout ce que tu fais. » Mais ses yeux fuyaient quand il disait ça, et sa voix avait cette pointe d'impatience qui me serrait la poitrine d'une douleur familière. Le point de rupture est arrivé un jeudi froid de novembre. Je luttais contre un mauvais rhume depuis une semaine, du genre qui s'installe dans la poitrine et rend chaque respiration difficile. J'ai appelé Michel pour lui demander s'il pouvait me prendre quelques courses. Juste du lait, du pain, de la soupe. Le strict nécessaire, car j'avais trop le vertige pour descendre les escaliers du métro en toute sécurité. « Maman, je ne peux pas aujourd'hui. Sophie a son club de lecture. Et j'ai promis d'emmener les enfants à l'entraînement de foot. Tu ne peux pas te faire livrer? » Se faire livrer les courses coûtait 2 fois plus cher que de les faire moi-même, et il savait que mon budget était serré. Mais plus que ça, il ne s'agissait pas vraiment des courses. Il s'agissait d'avoir besoin que mon fils se soucie de savoir si j'étais vivante ou morte. J'ai passé cette journée à siroter du thé tiède et à regarder le ciel gris de novembre, me demandant quand j'étais devenue un tel fardeau pour les gens que j'aimais le plus. Les mots cruels sont venus à petite dose au début, de petites coupures qui ne semblaient pas intentionnelles mais qui laissaient des cicatrices. « Maman, tu t'inquiètes trop. Les enfants vont bien sans que tu sois tout le temps sur leur dos. Sophie pense qu'il vaut mieux établir des limites avec la famille élargie. Il faut que tu comprennes que les choses sont différentes maintenant. Nous avons notre propre façon de faire. La famille élargie. Comme si je n'étais pas la grand-mère de Tom et Sarah, mais une parente éloignée dont l'implication était facultative. Mon anniversaire cette année-là a été oublié jusqu'à 3 jours plus tard, quand Sarah a appelé pour s'excuser d'une voix qui semblait coachée. « Désolée d'avoir raté ton anniversaire, mamie. On était très occupés avec l'école, les choses de l'école. J'avais assisté à chaque spectacle de l'école, chaque kermesse, chaque réunion parents-professeurs quand Michel ne pouvait pas y aller. Mais maintenant, j'étais une pensée secondaire, une note de bas de page dans leur vie bien remplie. Noël a été pire. J'avais tout prévu depuis des mois, économisant un peu chaque semaine pour acheter des cadeaux que je savais qu'ils aimeraient. Un nouveau maillot de foot pour Tom, du matériel de dessin pour Sarah qui avait commencé à dessiner. Pour Michel et Sophie, j'avais trouvé un beau cadre photo pour la photo de famille que j'espérais qu'ils prendraient.
Mais le matin de Noël, j'étais seule. Ils étaient allés chez les parents de Sophie en Bretagne sans même me le dire. Je l'ai découvert grâce à une publication Instagram de Sarah. Une photo de toute la famille en pyjama assorti, ouvrant des cadeaux autour d'un immense sapin. Je suis restée assise dans mon appartement ce jour de Noël, entourée de cadeaux emballés que je n'aurai jamais l'occasion de donner, mangeant un plat préparé au micro-ondes et regardant de vieux films. Le silence était assourdissant. Mais le pire était encore à venir. La découverte qui allait briser ce qui restait de ma confiance. Je gardais Tom et Sarah un après-midi de janvier pendant que Michel et Sophie allaient chez un conseiller conjugal. Oui, je connaissais leurs problèmes avant qu'ils ne me le disent. Les enfants entendent tout, et ils chuchotaient que papa et maman se disputaient. Pendant que les enfants faisaient la sieste, j'ai décidé de ranger leur salle de jeu. C'était un désordre de Lego et de cahiers de coloriage, le genre de chaos magnifique qui accompagne les enfants. En rangeant le bureau de Sarah, j'ai trouvé un dossier de papier de l'école qu'elle avait laissé derrière elle. Mais niché entre ses devoirs de maths et une fiche de lecture, il y avait quelque chose qui m'a glacé le sang. Un relevé de compte. Le relevé de compte de Michel, avec son nom et son adresse clairement imprimés en haut. Mes mains tremblaient en lisant les chiffres. Le solde du compte courant était de plus de 15 000 €. Le compte épargne affichait près de 30 000. Et là, surligné en jaune, un dépôt du mois dernier. 2 000 € de la part de Fonds d'urgence Martine. Fonds d'urgence, l'argent que je leur avais donné pour les prétendues factures médicales de Tom après sa chute de vélo. L'argent que j'avais rassemblé en résiliant mon abonnement télé, en passant aux marques de distributeurs pour les courses et en sautant ma mammographie annuelle pour économiser le ticket modérateur. Il n'y avait eu aucune facture médicale. L'accident de vélo de Tom s'était soldé par un genou écorché et un ego meurtri, rien de plus. Il m'avait menti, manipulé mon amour pour mon petit-fils pour financer ce qui ressemblait à des vacances, à en juger par d'autres débits que je reconnaissais. Des frais d'hôtel à Deauville, des additions de restaurants où je ne pouvais même pas rêver de manger. Je me suis assise sur la petite chaise de Sarah, ce relevé de compte dans mes mains tremblantes, et j'ai senti quelque chose mourir en moi. Pas seulement ma confiance, mais mes illusions sur ce que mon fils était devenu. Le petit garçon qui pleurait quand il avait accidentellement marché sur un scarabée était devenu un homme capable de mentir à sa mère âgée en la regardant dans les yeux et de lui voler son argent pour les courses. La confrontation a eu lieu 3 jours plus tard. J'avais passé ces jours à répéter ce que j'allais dire, comment j'allais aborder la situation. Je voulais donner à Michel une chance de s'expliquer, de s'excuser, de prouver qu'il s'agissait d'un terrible malentendu. Il est venu chercher les enfants un dimanche soir, l'air fatigué et distrait. Sophie attendait dans la voiture, moteur en marche, visiblement pressée de rentrer. « Michel, il faut qu'on parle. » Quelque chose dans ma voix l'a fait lever les yeux de son téléphone. « De quoi, maman ?» J'ai brandi le relevé de compte. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis a pris cette expression défensive dont je me souvenais de son adolescence. « Où as-tu eu ça ?» Sarah l'a laissé dans son dossier d'école. « Michel, tu m'as dit que Tom avait besoin de soins médicaux. Tu as dit que tu n'avais pas l'argent pour ses factures de médecin. C'est compliqué, maman. Tu ne comprendrais pas. Et c'est moi. » Il a soupiré, ce son excédé qui me donnait l'impression d'être la personne déraisonnable. « Écoute, on a eu des dépenses. Pas des dépenses médicales, mais des dépenses quand même. Les enfants avaient besoin de choses. Sophie était stressée par l'argent. Alors tu m'as menti ? » Je n'ai pas menti. J'ai juste simplifié la vérité. Simplifier la vérité. J'avais élevé cet homme pour qu'il soit honnête, pour qu'il assume la responsabilité de ses actes. Quand avait-il appris à parler avec des euphémismes de cadre d'entreprise? Tu as pris mon argent pour les courses pour payer des vacances à Deauville. Sa mâchoire s'est crispée. On avait besoin de ce temps loin de tout. Notre mariage est sous tension. Et les enfants avaient besoin de nous voir heureux. Et moi alors? Qu'est-ce dont j'ai besoin, Michel? Et mon stress à moi? Maman, tu es mélodramatique. Ce n'est pas comme si tu mourais de faim. La cruauté désinvolte de cette phrase m'a coupé le souffle. Pas comme si je mourais de faim. Comme si mes difficultés étaient insignifiantes, mes sacrifices sans valeur. J'ai sauté ma mammographie pour te donner cet argent.
Pendant un seul instant, j'ai vu le garçon que j'avais élevé vaciller sur son visage. Mais ses défenses se sont aussitôt remises en place. C'est ton choix, maman. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Tu ne m'as jamais demandé de faire quoi que ce soit, Michel. Mais je l'ai fait parce que je t'aime. Parce que je pensais que tu m'aimais aussi. Je t'aime. Mais l'amour a des limites. Tu ne peux pas simplement acheter ta place dans nos vies tout le temps. Acheter ma place. Les mots ont claqué comme une gifle. Chaque sacrifice que j'avais fait, chaque euro que j'avais donné, chaque nuit blanche que j'avais passée à m'inquiéter de leurs problèmes, tout cela réduit à de la corruption dans l'esprit de mon propre fils. C'est ce que tu penses que je faisais? Maman, tu dois admettre que tu utilises l'argent pour contrôler les situations. Tu proposes de payer pour des choses afin de pouvoir donner ton avis sur la façon dont nous vivons nos vies. Je l'ai regardé, cet étranger portant le visage de mon fils, et j'ai réalisé que je ne le connaissais plus du tout. Sors. Maman. Prends tes enfants et sors de ma maison. Il a crié mon nom alors que je me dirigeais vers ma chambre et que je fermais la porte. Je l'ai entendu rassembler les affaires des enfants, j'ai entendu Sarah demander pourquoi mamie était en colère, j'ai entendu Tom pleurer parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer, puis le silence. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. La douleur était trop profonde pour les larmes, enfouie si loin qu'elle ressemblait à un poids physique dans ma poitrine. Au lieu de cela, je suis restée assise près de ma fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles lointaines, et j'ai essayé de comprendre où j'avais pu me tromper à ce point. Les semaines qui ont suivi ont été d'un calme étrange. Pas de visite le dimanche, pas d'appel d'urgence, pas de demande d'argent ou de babysitting. Mon appartement semblait à la fois trop petit et trop grand, rempli de souvenirs mais vide de sens. J'ai attendu que Michel appelle, qu'il s'excuse, qu'il s'explique. J'ai attendu que les enfants demandent quand ils pourraient revoir mamie. J'ai attendu un signe que notre famille pouvait être réparée. Au lieu de cela, j'ai reçu un texto un mardi matin de février. Même pas un appel téléphonique, un texto. Comme si j'étais une simple connaissance qui ne méritait pas la courtoisie de sa voix. Maman, Sophie et moi avons discuté. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne contactes pas les enfants pour le moment. Ils sont confus par ce qui s'est passé et nous avons besoin de temps pour les aider à tout assimiler. Nous te contacterons quand nous serons prêts. J'ai lu ce message 17 fois, chaque lecture le rendant plus surréaliste. Ne pas contacter les enfants. Ne pas contacter mes propres petits-enfants. Comme si j'étais une sorte de menace, une influence dangereuse dont ils avaient besoin d'être protégés. J'ai appelé immédiatement, mais je suis tombée directement sur sa messagerie. J'ai rappelé 1 heure plus tard. Même résultat. J'ai essayé le téléphone de la maison, débranché. J'ai pris le métro jusqu'à leur appartement, mais le gardien ne m'a pas laissé monter. Désolée, Madame Lemoine. Ordre du locataire. Ordre du locataire. Mon fils avait donné des ordres pour m'empêcher de voir mes propres petits-enfants. Cet après-midi-là, je suis allée à l'aide juridictionnelle, un bureau exigu qui sentait le café et le désespoir. L'avocate, une jeune femme nommée Sandrine qui semblait à peine sortie de la fac de droit, a écouté mon histoire avec une sympathie professionnelle. Madame Lemoine, je comprends que c'est dévastateur pour vous. Mais légalement, les parents ont le droit de contrôler qui a accès à leurs enfants. À moins qu'il y ait des preuves de maltraitance ou de négligence. Ils me maltraitent, ai-je interrompu. Ça ne compte pas pour quelque chose? Le visage de Sandrine s'est adouci. Émotionnellement, oui. Légalement, non. Les droits des grands-parents en France sont très limités. Vous devriez prouver que vous refusez l'accès aux enfants est préjudiciable à leur intérêt supérieur. Bien sûr que c'est préjudiciable. Je fais partie de leur vie depuis le jour de leur naissance. Je sais, et j'en suis désolée. Mais les tribunaux se rangent généralement du côté des parents, sauf circonstances extrêmes. Circonstances extrêmes. Mon amour pour Tom et Sarah, mes années à m'occuper d'eux, le lien que nous avions tissé à travers les histoires du soir, les genoux écorchés et les projets de bricolage, rien de tout cela ne comptait aux yeux de la loi. Je suis rentrée à pied en traversant le champ de Mars ce jour-là, passant devant l'aire de jeu où j'avais poussé Sarah sur les balançoires, devant le bassin où Tom et moi avions nourri les canards au printemps dernier. Pour la première fois depuis des décennies, la ville me semblait hostile.
pleine d'étrangers qui ne pouvaient pas comprendre le vide qui s'était creusé dans ma vie. Mais abandonner n'était pas dans ma nature. Si Michel voulait jouer à des jeux, s'il voulait me punir pour m'être défendu, alors je trouverais un autre moyen de faire savoir à mes petits-enfants que je les aimais toujours. C'est là que je me suis souvenu de l'ours en peluche. Il y a 3 ans, quand Tom traversait une phase de cauchemar, je lui avais acheté un ours en peluche marron dans un magasin de jouets. Rien d'extraordinaire, juste un ours doux et câlin avec un ruban rouge autour du cou. Mais ce qui le rendait spécial, c'était la poche cachée que j'avais cousue dans son dos, un compartiment secret où Tom pouvait garder ses trésors. Un caillou spécial du Champ de Mars. Un ticket de son premier match du PSG. De petits souvenirs qui n'avaient d'importance que pour lui. Tom avait nommé l'ours gardien, et il vivait sur son lit depuis. À travers le divorce de ses parents, le déménagement dans un nouvel appartement, à travers tous les changements et le chaos de sa jeune vie, Gardien avait été son compagnon constant. Michel et Sophie pouvaient peut-être m'empêcher de venir, d'appeler, de voir le visage de mes petits-enfants, mais ils ne pouvaient pas surveiller chaque jouet de leur maison. Ils ne pouvaient pas fouiller chaque poche et chaque cachette dans la chambre d'un petit garçon. J'ai passé 2 jours à rédiger le message parfait. Pas trop long, je ne voulais pas submerger Tom s'il le trouvait en premier. Pas trop accusateur, je ne le mettrais pas au milieu de problèmes d'adultes. Juste quelque chose pour leur faire savoir à tous les deux que mamie les aimait toujours, pensait toujours à eux, espérait toujours les revoir un jour. Le message final était écrit sur un morceau de papier de riz de ma plus petite écriture. Mes chers Tom et Sarah, je pense à vous chaque jour. Je vous aime plus que toutes les étoiles dans le ciel et tous les poissons dans l'océan, comme je vous le disais avant de dormir. J'espère que vous êtes gentils l'un avec l'autre et que vous travaillez bien à l'école. Je suis fière de vous, toujours, quoi qu'il arrive. J'espère qu'un jour, nous pourrons à nouveau faire des gâteaux ensemble et aller nourrir les canards au Champ de Mars. D'ici là, sachez que vous portez mon amour avec vous où que vous alliez. Pour toujours, votre mamie Martine. J'ai plié le papier de riz en un minuscule carré et l'ai scellé dans un petit sac en plastique pour le protéger de l'humidité. Puis venait la partie la plus difficile, le faire entrer dans la chambre de Tom. Sophie travaillait dans une boutique du Marais le samedi après-midi. Michel entraînait l'équipe de foot du quartier le samedi. Les enfants seraient avec la baby-sitter, une adolescente nommée Marie qui habitait leur immeuble. Je l'avais rencontrée plusieurs fois, une gentille fille qui étudiait pour devenir infirmière. J'ai attendu de l'autre côté de la rue de leur immeuble ce samedi-là, me sentant comme une criminelle traquant ma propre famille. À exactement 14h15, j'ai vu Michel partir avec son sac de sport. 20 minutes plus tard, Sophie est sortie en tenue de travail. J'ai attendu encore 1 heure par sécurité, puis je me suis approchée de l'immeuble. Madame Lemoine. Marie avait l'air surprise mais contente de me voir. Tom et Sarah, regardez qui est là. Les visages des enfants se sont illuminés d'une joie sincère, et pendant un instant, toute la douleur et la colère ont fondu. Ils se sont jetés sur moi avec des étreintes si fortes qu'ils m'ont presque renversée. « Mamie, tu nous as tellement manqué. Pourquoi tu ne venais plus nous voir? Papa a dit que tu étais malade. Tu te sens mieux maintenant? » Malade. Bien sûr que c'était ce qu'il leur avait dit, pas qu'ils m'avaient exclu de leur vie, mais que j'avais été incapable de venir, se faisant passer pour le fils attentionné qui veille sur sa mère souffrante. « Je me sens beaucoup mieux maintenant que je vous ai vu, » ai-je dit, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. Nous avons passé 1 heure ensemble. J'ai aidé Sarah avec un projet scolaire sur le système solaire. J'ai joué au Lego avec Tom, construisant un vaisseau spatial élaboré qui pouvait voyager jusqu'à Mars. Des activités de grand-mère normales qui semblaient à la fois précieuses et déchirantes, sachant qu'elles pourraient être les dernières. Au moment de partir, j'ai demandé à utiliser les toilettes. Au lieu de cela, je me suis glissée dans la chambre de Tom. Gardien était assis sur son oreiller, usé et bien aimé, un œil en bouton légèrement lâche après des années de câlins. J'ai trouvé la poche secrète au toucher, mes doigts se souvenant des points que j'avais cousus si soigneusement. Le minuscule message s'est glissé à l'intérieur facilement, invisible à moins de savoir exactement où chercher. « Je t'aime, gardien », ai-je murmuré à l'ours. Puis j'ai embrassé le front de Tom et je suis partie.
L'explosion a eu lieu 2 jours plus tard. Mon téléphone a sonné à 6 heures du matin, la sonnerie de Michel, celle que j'avais personnalisée avec le rire de Sarah à son 3e anniversaire. Pendant une fraction de seconde, en entendant ce son, j'ai pensé qu'il appelait peut-être pour se réconcilier. Peut-être que les enfants l'avaient usé avec des questions sur mamie. Peut-être qu'il avait réalisé à quel point il faisait du mal à notre famille. Qu'est-ce que tu as fichu, bon sang? Sa voix était de la pure fureur, le genre de rage qui vous glace le sang. Bonjour à toi aussi, Michel. Ne joue pas à ça avec moi, maman. Tom a trouvé ton petit message. Il pleure depuis 2 heures en demandant quand tu vas revenir. Sarah veut savoir pourquoi on a menti en disant que tu étais malade. Tu n'avais pas le droit? J'en avais parfaitement le droit. Ce sont mes petits-enfants. Non, ce sont mes enfants. Et c'est moi qui décide qui peut les voir. La colère possessive dans sa voix était glaçante. Ce n'étaient pas des enfants qu'il protégeait. C'étaient des biens qu'il contrôlait. Et tu as décidé que je n'en étais pas digne? J'ai décidé que tu es toxique. Tu manipules les gens avec l'argent et la culpabilité, et quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu agis dans notre dos comme une sorte de harceleuse. Harceleuse. Toxique. Les mots que mon propre fils utilisait pour me décrire. La femme qui lui avait donné la vie, qu'il avait élevée seule après le départ de son père, qui avait sacrifié sa jeunesse et ses rêves pour lui donner toutes les chances. J'ai laissé un message disant à mes petits-enfants que je les aime. Si cela me rend toxique à tes yeux, alors peut-être que c'est toi le problème, pas moi. Tu as violé notre domicile. Tu es entré dans notre appartement quand nous n'étions pas là et j'ai rendu visite à mes petits-enfants, comme je l'ai fait des centaines de fois auparavant. C'était avant que tu ne déclenches cette guerre. Je n'ai rien déclenché, Michel. C'est toi qui l'as fait quand tu as décidé de m'exclure de leur vie parce que je ne te laissais plus me voler. Le silence qui a suivi était chargé de fureur. Quand il a repris la parole, sa voix était d'un calme mortel. Tu ne les reverras jamais. Peu importe ce que ça coûtera. Ordonnance restrictive, changement de serrure, déménagement dans une autre région. Tu as fini de faire partie de cette famille. La ligne est devenue silencieuse. Je suis restée assise, tenant mon téléphone, fixant l'écran qui affichait « Appel terminé », et j'ai senti quelque chose en moi se briser définitivement. Mais avec cette rupture est venu quelque chose d'inattendu, un soulagement. Pour la première fois depuis des années, je savais exactement où j'en étais. Il n'y avait plus d'illusions à maintenir, plus d'espoir auquel s'accrocher que les choses pourraient s'améliorer si seulement j'essayais plus fort, si je donnais plus, si je sacrifiais plus profondément. Mon fils m'avait montré exactement qui il était, et je l'ai enfin cru. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. J'ai fait du shopping pour moi. Pas pour des courses ou des produits de première nécessité, mais pour le pur plaisir. J'ai acheté un pull en laine douce d'une teinte de bleu qui rajeunissait mes yeux. J'ai acheté du café cher dans une brûlerie du Marais, du genre qui coûte 5 € la tasse, mais qui a le goût du paradis. J'ai acheté un livre de poésie et une petite orchidée en pot pour mon rebord de fenêtre. J'ai dépensé l'argent des courses de Michel, ou ce qui aurait été l'argent des courses de Michel, en produits de luxe pour la femme qui avait oublié comment se traiter avec gentillesse. Ce soir-là, j'ai appelé ma voisine, Madame Dubois, une veuve de l'appartement d'à côté qui m'invitait à des parties de belote depuis des mois. J'avais toujours refusé parce que les obligations familiales passaient en premier. Madame Dubois, c'est Martine du 4B. Est-ce que les parties de belote ont toujours lieu le jeudi soir? Oh oui. Nous nous retrouvons dans la salle commune en bas. Vous voulez vous joindre à nous? J'adorerais. Merveilleux. Nous espérions que vous viendriez. Madame Garcia apporte des quiches incroyables et Madame Traoré fait un gâteau qui vous fera oublier tous vos soucis. Oubliez mes soucis. Quand avais-je fait pour la dernière fois quelque chose spécifiquement conçu pour me faire oublier mes soucis? Les dames de la belote m'ont accueillie comme si j'étais une célébrité qu'elles attendèrent de rencontrer. 4 femmes dans la soixantaine et la septantaine, chacune avec sa propre histoire de drames familiaux et de réinvention personnelle. Nous avons joué aux cartes, mangé des quiches et parlé de tout, sauf des enfants et des petits-enfants qui nous prenaient pour acquises. « Vous savez quel est votre problème, Martine ?» a dit Madame Garcia, après que je leur ai raconté une version soigneusement éditée de mon histoire.
Vous pensez que l'amour signifie dire oui à tout. Mais le véritable amour, parfois, c'est de dire non. Madame Traoré a hoché la tête sagement. Ma fille m'appelait son distributeur de billets personnel. Vous savez ce que j'ai fait. J'ai changé de banque et je ne lui ai pas dit où. Nous avons toutes ri de cela, de ce rire un peu amer qui vient de l'expérience partagée. Mais vos petits-enfants ne vous manquent pas? Ai-je demandé. Chaque jour, a dit doucement Madame Dubois. Mais me sentir utilisée ne me manque pas. Ne pas me demander s'ils m'aiment moi ou juste mon portefeuille ne me manque pas. Et vous savez ce qui est drôle? Une fois que j'ai cessé d'être disponible à chaque fois qu'ils appelaient, ils ont commencé à apprécier le temps que nous passions ensemble. Ils sont revenus? Certains oui, d'autres non. Mais ceux qui sont revenus, ils sont revenus pour les bonnes raisons. Ceux qui sont revenus pour les bonnes raisons. La phrase résonnait dans ma tête alors que je rentrais chez moi ce soir-là, passant devant les épiceries de nuit et les couples promenant leurs chiens, passant devant les points de repère familiers d'un quartier que j'appelais mon chez-moi depuis 15 ans. Peut-être que certains ponts méritaient d'être brûlés s'ils menaient à des endroits où l'on ne voulait pas aller. Le printemps est arrivé tôt cette année-là, et avec lui, un sentiment de renouveau que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. J'ai commencé à faire des promenades matinales sur le champ de Mars, sans me presser pour l'emploi du temps de qui que ce soit d'autre que le mien. J'ai découvert des parties de la ville où j'avais vécu pendant des années, mais que je n'avais jamais vraiment explorées, parce que j'avais été trop occupée à courir de crise en crise, d'urgence en urgence. J'ai rejoint le groupe d'écriture pour seniors à la bibliothèque du quartier. Nous nous réunissions tous les mardis, un cercle de 8 personnes partageant des histoires, des poèmes et des souvenirs. J'ai écrit sur mon enfance à Lyon, sur l'apprentissage du métier d'infirmière, sur la joie de tenir mes petits-enfants dans mes bras quand ils étaient bébés. Je n'ai pas écrit sur la douleur, pas encore. Cette blessure était encore trop fraîche, trop vive pour être exposée publiquement. Mais l'acte d'écrire lui-même était guérisseur. Mettre des mots sur le papier, façonner mes expériences en quelque chose de cohérent et de significatif, cela me rappelait que j'avais une valeur au-delà de mon utilité pour les autres. En mai, je me suis fait faire une nouvelle coupe de cheveux. Rien de spectaculaire, mais plus courte et plus stylée que le carré pratique que j'avais porté pendant 20 ans. Le coiffeur, un jeune homme nommé Stéphane avec des yeux bienveillants et des mains douces, a étudié mon visage dans le miroir. « Vous avez de belles pommettes », a-t-il dit. « On devrait les mettre plus en valeur. » De belles pommettes. J'avais oublié que j'en avais. La femme qui me regardait depuis le miroir du salon était quelqu'un que je reconnaissais à peine. Toujours 73 ans, toujours marquée par des années de soucis et de travail, mais en quelque sorte plus légère. Les rides du lion permanentes entre mes sourcils s'étaient adoucies. Mes épaules, toujours voûtées sous le poids des problèmes des autres, étaient plus droites. « Vous avez l'air d'avoir 10 ans de moins », a dit Madame Dubois en me voyant à notre partie de belote du jeudi soir. « Quel est votre secret? » J'ai arrêté de porter les fardeaux des autres, ai-je répondu, et je le pensais. Mais tard dans la nuit, seule dans mon appartement silencieux, Tom et Sarah me manquaient toujours avec une douleur qui semblait physique. Le rire de Sarah quand je lui racontais des blagues idiotes me manquait. Le visage sérieux de Tom quand il se concentrait sur un puzzle me manquait. Le fait d'être nécessaire me manquait, même si ce besoin avait été manipulé et exploité. La solitude était réelle, et elle était profonde. Et certains jours, elle menaçait de me ramener dans les vieux schémas de trop donner, de trop peu accepter. C'est alors que les mots de Madame Traoré me revenaient. Ceux qui sont revenus, ils sont revenus pour les bonnes raisons. Peut-être que Tom et Sarah retrouveraient leur chemin vers moi un jour. Peut-être qu'ils grandiraient et réaliseraient que leur grand-mère les avait aimés inconditionnellement, s'était battue pour une place dans leur vie, même si cela lui avait tout coûté. Ou peut-être pas. Peut-être que la version des faits de Michel deviendrait leur vérité, et que je deviendrais une histoire édifiante dans leur mythologie familiale. La grand-mère qui ne pouvait pas accepter les limites, qui a trop insisté et a tout perdu. Mais même si cela arrivait, même si je ne les revoyais jamais, j'apprenais enfin à vivre avec moi-même comme la protagoniste de ma propre histoire, plutôt qu'un personnage secondaire dans celle des autres. L'appel est arrivé un mardi humide d'août. Numéro inconnu,
Mais l'indicatif était familier. J'ai failli ne pas répondre. J'avais appris à protéger ma paix, à filtrer le chaos qui avait autrefois défini ma vie. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher à la 4e sonnerie. « Allô? Mamie ?» La voix était petite, incertaine, plus âgée que dans mon souvenir. « Sarah? Oui, c'est moi. Est-ce que tu vas bien? » Une question si simple mais chargée de 4 mois de silence et de douleur. « Je vais bien, ma chérie. Et toi? » Sa voix s'est légèrement brisée. « Tu m'as manqué. Tom aussi, tu lui manques. On n'a pas compris pourquoi tu as arrêté de venir nous voir. » Les mots prudents d'une enfant qui avait été coachée, à qui on avait raconté une version des faits qui me peignait comme la méchante. Mais sous la prudence, j'entendais un désir sincère. Vous m'avez manqué aussi, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Comment as-tu eu mon numéro? Je m'en suis souvenue de quand j'étais petite. Je t'appelais quand papa et maman se disputaient. Oui, c'est vrai. Sarah avait mémorisé mon numéro de téléphone à 6 ans, fière d'être assez grande pour appeler mamie sans aide. Pendant le divorce de ses parents, elle m'avait appelé au moins une fois par semaine, généralement en larmes, cherchant du réconfort auprès du seul adulte de sa vie, qui semblait avoir un temps et une patience illimités. « Tes parents sont à la maison, Sarah? » « Non, ils sont partis à un truc du travail. Marie nous garde, mais elle regarde la télé dans le salon. J'appelle depuis la chambre de Tom. De la chambre de Tom, où Gardien était assis sur l'oreiller, où mon message secret avait provoqué une telle explosion. L'ironie ne m'a pas échappé. « Sarah, je veux que tu saches que je vous aime, Tom et toi, plus que tout au monde. Quoi qu'on t'ait dit sur la raison pour laquelle je ne suis pas venue, le plus important est que mon amour pour vous n'a pas changé. Papa a dit que tu étais en colère contre nous. Mon cœur s'est serré. Bien sûr qu'il l'avait fait. Rendre les enfants responsables, leur faire porter le poids des conflits d'adultes. Je ne suis pas en colère contre toi ou Tom. Je ne pourrai jamais être en colère contre vous. Parfois, les adultes ont des désaccords qui n'ont rien à voir avec les enfants, mais les enfants se retrouvent pris au milieu. C'est ce qui s'est passé ici. Tu es en colère contre papa? Une question si lourde de sens. Comment dire à une fillette de 11 ans que son père vous a brisé le cœur, volé votre argent et vous a exclu de leur vie comme si vous étiez une menace? Comment expliquer la trahison à un enfant qui a encore besoin de faire confiance à son parent? Je suis triste à propos de certaines choses qui se sont passées entre ton papa et moi. Mais c'est à nous de régler ça. Ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter. J'aimerais que tu reviennes. J'aimerais ça aussi, ma chérie. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. À cause de la dispute. Parce que tes parents ont besoin d'un peu d'espace en ce moment. Mais Sarah, je veux que tu te souviennes de quelque chose d'important. Quoi qu'il arrive, peu importe le temps qui passe, toi et Tom serez toujours les bienvenus dans ma vie. Quand vous serez plus grand, vous pourrez prendre vos propres décisions sur les personnes que vous voulez fréquenter. Combien plus grand? Eh bien, quand tu auras 18 ans, tu seras une adulte et tu pourras faire tous tes propres choix. Mais même avant ça, en grandissant, tu auras plus ton mot à dire. C'est si loin. 7 ans. Cela semblait une éternité, surtout pour un enfant. Cela me semblait aussi une éternité, à 73 ans, alors que chaque année était précieuse et incertaine. Je sais que ça semble loin, mais le temps passe plus vite que tu ne le penses, et je serai là quand tu seras prête. Promis? Je te le promets. Nous avons parlé pendant encore 21 minutes. Sarah m'a parlé de l'école, de son cours de dessin, d'un garçon qu'elle aimait bien et qui ne savait pas qu'elle existait. Une conversation normale entre une grand-mère et sa petite-fille qui semblait à la fois précieuse et douloureuse. Quand nous avons raccroché, j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Non pas des larmes de colère ou de trahison, mais des larmes d'amour, de perte et d'espoir, tout mélangé. 2 jours plus tard, Michel a appelé. Je sais que tu as parlé à Sarah. Elle m'a appelé. Elle a 11 ans. Elle n'a pas le jugement nécessaire pour comprendre les limites. Elle a compris que sa grand-mère lui manquait. Tu manipules un enfant. J'aime un enfant. Il y a une différence, même si je ne m'attends plus à ce que tu la comprennes. La conversation a dégénéré à partir de là pour retomber sur un terrain familier. Accusation et contre-accusation, sentiments blessés déguisés en indignation morale.
Mais quelque chose était différent cette fois. Je ne suppliais pas pour sa compréhension, ni n'essayais de justifier mes actions. Je ne marchais pas sur des œufs pour éviter sa colère. Je me contentais d'énoncer ma vérité et de le laisser réagir comme il le voulait. Si tu contactes encore mes enfants, ce sont mes petits-enfants, Michel, et c'est Sarah qui m'a contacté, pas l'inverse. Si tu les encourages à agir dans notre dos, je l'ai encouragée à se souvenir qu'elle était aimée. Si cela te menace, peut-être devrais-tu te demander pourquoi. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Tu as changé, a-t-il dit finalement, et ce n'était pas un compliment. Oui, j'ai changé. Avant, tu te souciais de maintenir cette famille unie. C'est toujours le cas, mais j'ai appris que l'amour, parfois, c'est de laisser partir les gens qui ne veulent pas rester. Tu veux dire que tu ne nous veux plus dans ta vie? Une question si lourde de sens. Était-ce ce que je disais? Après des mois de colère, de douleur et de solitude, étais-je prête à tourner complètement la page sur mon fils? Je dis que je veux des gens dans ma vie qui veulent aussi y être, pas des gens qui me voient comme un distributeur de billets, un service de babysitting gratuit ou quelqu'un à blâmer quand leur propre vie ne fonctionne pas. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. Mais c'est ce que nous avons. Un autre long silence. Les enfants te manquent, dit-il finalement, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je sais. Ils me manquent aussi. Peut-être qu'on pourrait trouver une solution. Des visites surveillées, un contact limité, des visites surveillées, comme si j'étais une criminelle en liberté conditionnelle. Michel, je t'ai élevé pour que tu sois un homme bien. Je t'ai donné tout ce que j'avais à donner. Je t'ai aimé inconditionnellement, même quand tu faisais des erreurs, même quand tu me faisais du mal. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce petit garçon qui m'apportait des pissenlits du parc et me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Mais je ne peux pas continuer à courir après quelqu'un qui voit mon amour comme un fardeau. Maman, si tu me veux dans ta vie, si tu veux que je fasse partie de la vie de tes enfants, alors tu dois me traiter avec le respect que je mérite. Pas comme une invitée qui doit gagner sa place, mais comme une mère et une grand-mère qui aiment cette famille. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire plus de visites surveillées. Ça veut dire que tu arrêtes de me traiter comme une menace pour tes enfants. Ça veut dire que tu reconnais que je n'ai fait que vous aimer, même quand vous aimez m'a tout coûté. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus? La question flottait entre nous comme un pont qui pouvait être traversé ou brûlé. Alors je vous souhaite le meilleur, et j'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as jeté. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus paisibles que j'ai vécues depuis des années. Pas de drame, pas de crise, pas d'appel d'urgence pour de l'argent ou des services. Je me suis installée dans une routine qui tournait autour de mes propres besoins et intérêts pour la première fois depuis des décennies. Promenade matinale au parc, séance d'écriture l'après-midi à la bibliothèque. Partie de belote le jeudi soir avec les dames. Excursion le week-end dans les musées et les librairies. Déambulant à mon rythme à travers les expositions et les rayons sans vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. J'ai découvert que j'aimais l'art moderne, quelque chose que je n'avais jamais eu le temps d'explorer auparavant. J'ai rejoint un club de lecture qui lisait de la fiction littéraire, des romans stimulants qui me faisaient réfléchir à la vie de nouvelles manières. J'ai commencé à prendre un cours de poterie à l'université populaire, apprenant à façonner l'argile de mes mains comme j'avais autrefois façonné une vie autour des besoins des autres. La solitude était toujours là, mais elle semblait différente maintenant. Pas la solitude désespérée et envahissante d'être entouré de gens qui ne vous voient pas vraiment, mais la solitude propre et honnête de l'isolement. J'étais seule, mais j'étais aussi enfin libre. En octobre, Sarah a rappelé. « Mamie, je vais jouer dans la pièce de théâtre de l'école. C'est merveilleux, ma chérie. Tu seras parfaite. Est-ce que tu viendras la voir? C'est vendredi prochain à 19h. Mon cœur a fait un bond puis est immédiatement retombé. Sarah, ma chérie, je ne pense pas que tes parents voudraient que je sois là. Mais c'est ma pièce. Je n'ai pas le droit de décider qui j'invite? Une question si mûre pour une enfant de son âge, qui soulignait la position impossible dans laquelle ses enfants étaient replacés.
Laisse-moi en parler à ton père. Il dira non. Peut-être. Mais si j'arrive sans demander, ça ne fera que causer des problèmes pour tout le monde, surtout pour toi. Laisse-moi essayer de trouver une solution. J'ai appelé Michel ce soir-là, me préparant à une autre bataille. Sarah m'a invitée à sa pièce de théâtre. Maman, on en a déjà parlé. Je ne demande pas à être invitée à dîner ou à faire du babysitting. Je demande à assister à la pièce de théâtre de ma petite fille. Une soirée, dans un lieu public, avec des centaines d'autres personnes. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? De quoi as-tu peur exactement? Il ne pouvait pas répondre à cette question, parce que la réponse honnête était qu'il n'avait peur de rien, sauf de perdre le contrôle du récit qu'il avait créé. Je pense juste qu'il vaut mieux garder les choses simples pour le moment. Simple pour qui? Ce n'est certainement pas simple pour Sarah, qui veut sa grand-mère à sa pièce. Ce n'est pas simple pour Tom, qui demande toujours de mes nouvelles d'après ce que Sarah me dit. C'est seulement simple pour toi, parce que tu n'as pas à affronter la réalité de ce que tu as fait à cette famille. Ce que j'ai fait? C'est toi qui... Michel, arrête. Juste pour une fois, arrête de faire de moi la méchante de cette histoire. Je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Je sais que je n'étais pas parfaite, mais je sais aussi que je ne méritais pas ça. Et tes enfants ne méritent pas d'être tenus à l'écart de leur grand-mère parce que tu ne peux pas gérer ta propre culpabilité. Culpabilité de quoi? D'avoir pris mon argent sous de faux prétextes. D'avoir menti à tes enfants sur la raison pour laquelle j'ai arrêté de venir. De m'avoir puni pour m'être enfin défendu. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Une pièce, a-t-il dit finalement. Quoi? Tu peux venir à une seule pièce. Mais tu t'assois seul et tu pars juste après. Pas de visites en coulisses, pas de dîner après, pas d'essai d'emmener les enfants avec toi. Ce n'était pas l'accueil inconditionnel dont j'avais rêvé, mais c'était quelque chose. Merci. Ne me le fais pas regretter, maman. Comme si ma simple présence à une pièce de théâtre scolaire pouvait d'une manière ou d'une autre nuire à ses enfants. Mais je prenais ce que je pouvais obtenir. Le soir de la pièce de Sarah, je suis arrivée en avance et j'ai choisi une place dans le coin arrière où je ne serais pas visible. Les parents entraient en bavardant et en riant, portant des fleurs et des appareils photos, le chaos normal d'un événement scolaire. J'ai regardé Michel et Sophie entrer avec Tom, regardant nerveusement autour d'eux comme s'ils s'attendaient à ce que je saute de derrière un rideau et fasse une scène. Quand Sarah est apparue sur scène, mon cœur a failli éclater de fierté. Elle était lumineuse, confiante, sa voix claire portant à travers l'auditorium. L'ironie ne m'a pas échappé. Regarder ma petite fille jouer dans une pièce sur l'importance d'apprécier ce que l'on a pendant qu'on l'a, tout en étant assise seule au dernier rang parce que son père avait décidé que j'étais trop dangereuse pour m'asseoir avec la famille. Pendant l'entracte, j'ai vu Tom regarder autour de l'auditorium. Quand ses yeux ont trouvé les miens, tout son visage s'est illuminé et il a commencé à faire un signe de la main avant que Sophie ne lui abaisse rapidement la main et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Sa confusion était déchirante. Le regard d'un enfant qui ne comprend pas pourquoi aimer sa grand-mère est devenu compliqué. Après la fin de la pièce, alors que les familles envahissèrent la scène pour féliciter leurs jeunes acteurs, je suis sortie discrètement comme je l'avais promis. Mais pas avant que Sarah ne me voie partir. Elle s'est détachée de ses parents et a couru vers le fond de l'auditorium. « Mamie, tu as vu? Tu as aimé? Tu étais magnifique, ma chérie. Absolument magnifique. Je te cherchais pendant le spectacle, mais je ne te voyais pas. » J'étais là, à regarder chaque minute. Elle m'a serrée dans ses bras rapidement, férocement, puis à regarder vers ses parents qui approchaient avec des expressions furieuses. « Je dois y aller », a-t-elle chuchoté. « Je sais. Je suis si fière de toi, Sarah. Bonne chance pour le reste de tes spectacles. » Je suis partie par la sortie arrière avant que Michel et Sophie ne puissent nous atteindre, mais pas avant d'entendre la voix sèche de Michel appeler le nom de Sarah. Elle allait avoir des ennuis pour ce câlin, pour ce moment d'amour pur et simple entre une grand-mère et sa petite fille. Cette pensée me rendait malade. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné à 23 heures. Le numéro de Michel, ce qui était inhabituel. Il n'appelait jamais aussi tard, sauf si quelque chose n'allait pas. « Maman, on est à l'hôpital. » Mon cœur s'est arrêté. «
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'un des enfants? Tom est tombé de vélo et s'est cogné la tête. Il va bien, mais ils veulent le garder en observation pour la nuit. Sophie est avec lui, et Sarah est chez la mère de Sophie. Quel hôpital? L'hôpital Necker. Mais maman, tu n'as pas besoin de venir. Il va bien, vraiment. Juste par précaution. C'est mon petit-fils, Michel. Bien sûr que je dois venir. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. En quoi ma présence rendrait-elle les choses plus difficiles? Je ne vais pas causer de problème. Je vais m'asseoir tranquillement et m'assurer que mon petit-fils va bien. Parce que quand il te verra, il sera de nouveau confus sur la raison pour laquelle tu n'as pas été là. Les médecins ont dit qu'il devait rester calme. La manipulation était à couper le souffle. Utiliser l'état de santé de Tom pour me tenir à l'écart, faisant de moi la menace à son bien-être. Je resterai dans la salle d'attente. Je ne lui ferai même pas savoir que je suis là si c'est ce que tu préfères. Mais je viens. J'ai raccroché et appelé un taxi, enfilant des vêtements et attrapant mon sac et mes clés. Pendant le trajet de 20 minutes, j'ai essayé de ne pas penser à toutes les fois où j'avais couru à l'hôpital pour Michel quand il était petit. Le bras cassé en tombant d'un arbre, la réaction allergique aux cacahuètes que nous ne savions pas qu'il avait, l'appendicite qui l'a frappé à 2 heures du matin quand il avait 15 ans. J'avais été celle qui appelait l'ambulance, qui lui tenait la main aux urgences, qui veillait à son chevet. Et maintenant, il essayait de m'empêcher de faire la même chose pour son fils. Le service de pédiatrie de Necker était calme quand je suis arrivée, juste le bourdonnement des machines et les voix douces des infirmières de nuit. J'ai trouvé Michel dans la salle d'attente familiale, l'air épuisé et inquiet. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que je venais. Je t'ai dit de ne pas venir. Et je t'ai dit que c'est mon petit-fils. Comment va-t-il? » Michel semblait vouloir argumenter davantage, mais l'épuisement l'a emporté. Il dort. Légère commotion cérébrale, mais le scanner était normal. Ils veulent juste le surveiller jusqu'au matin. Et Sophie? Elle est dans la chambre avec lui. Elle est assez bouleversée. Bien sûr qu'elle l'était. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de sympathie pour elle. Quels que soient nos conflits, elle aimait Tom et était probablement terrifiée. « Je peux le voir? Juste une minute? » « Maman, je ne pense pas. »« Michel, s'il te plaît, je ne le réveillerai pas. J'ai juste besoin de voir de mes propres yeux qu'il va bien. » Quelque chose dans ma voix a dû le toucher, car il a hoché la tête à contre-cœur. 5 minutes. Et si Sophie te demande de partir, tu pars. La chambre de Tom était faiblement éclairée, les machines bipant doucement en arrière-plan. Il avait l'air si petit dans ce grand lit d'hôpital, un pansement sur le front, ses cheveux noirs ébouriffés contre l'oreiller blanc. Sophie était assise sur une chaise à côté de lui tenant la main, son visage strié de larmes séchées. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, et j'ai vu tout son corps se tendre. Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai demandé à Michel si je pouvais voir Tom juste une minute. J'étais inquiète. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il va bien. Vous pouvez partir maintenant. L'hostilité dans sa voix était discordante dans le calme de la chambre d'hôpital. Un enfant était là, blessé, et elle était plus préoccupée de me tenir à l'écart que d'accepter le réconfort de quelqu'un qui l'aimait. Mais en regardant le visage endormi de Tom, j'ai réalisé quelque chose de profond. Mon amour pour lui ne dépendait pas de la permission de Sophie ou de l'approbation de Michel. Il existait indépendamment, purement, sans condition ni exigence. Je suis contente qu'il aille bien, ai-je dit doucement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si l'un de vous deux a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. J'ai embrassé le bout de mes doigts et j'ai doucement touché le front de Tom, le seul geste de grand-mère que je pouvais me permettre dans ces circonstances. Puis je suis partie sans un mot de plus. Dans l'ascenseur, Michel m'a rattrapée. « Maman, attends. »« Quoi? Merci d'être venue et de ne pas en avoir fait toute une histoire. Une si petite reconnaissance, mais cela ressemblait à une fissure dans le mur qu'il avait construit entre nous. C'est mon petit-fils, Michel. Je viendrai toujours quand il aura besoin de moi, que tu le veuilles ou non. Je sais. Et j'apprécie ça. Ce n'était pas des excuses, mais c'était quelque chose. Noël approchait avec son mélange habituel d'anticipation et de crainte.
Mon premier Noël en 20 ans sans petits-enfants pour qui acheter des cadeaux, sans dîner de famille auquel assister, sans le chaos et la joie des petites voix et du papier cadeau déchiré. La solitude était particulièrement vive pendant les fêtes. La ville était pleine de familles faisant leurs courses ensemble, d'enfants le nez collé aux vitrines des magasins regardant les décorations, le genre de convivialité intergénérationnelle que j'avais autrefois tenue pour acquise. Madame Dubois m'a invitée à passer le réveillon de Noël avec la famille de sa fille et j'ai failli dire oui. Mais à la dernière minute, j'ai décidé d'embrasser la solitude au lieu de la fuir. Je me suis acheté un petit sapin de Noël chez le vendeur du coin, rien d'extraordinaire mais vrai et odorant. Je l'ai décoré avec des ornements que j'avais collectionnés au fil des ans, certains faits à la main par Sarah et Tom quand ils étaient plus petits, d'autres achetés à des époques plus heureuses où notre famille était intacte. Le matin de Noël, je me suis préparé un petit déjeuner spécial, jus d'orange frais, œufs bénédicts, vrai sirop d'érable sur des pancakes. J'ai ouvert les cadeaux que je m'étais achetés, une écharpe en cachemire, un beau livre d'art, des lotions chères qui sentaient la lavande et la paix. C'était le Noël le plus calme de ma vie d'adulte, et étonnamment, c'était aussi l'un des plus paisibles. À 15 heures cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. La voix de Sarah, pétillante d'excitation de Noël. « Mamie! Joyeux Noël! Joyeux Noël, ma chérie! Le Père Noël a été gentil avec toi? » Très gentil. J'ai eu du matériel de dessin et de nouveaux vêtements, et Tom a eu une voiture télécommandée qu'il a déjà écrasée contre tout. Je pouvais entendre Tom en arrière-plan faire des bruits de voiture, le son d'un enfant complètement absorbé par son jeu. Ça a l'air merveilleux. Tu passes une bonne journée? Oui, mais... Sa voix est tombée à un murmure. J'aimerais que tu sois là. Noël n'est pas pareil sans toi. La simple honnêteté de cette déclaration m'a mis les larmes aux yeux. J'aimerais être là aussi, ma chérie. Pourquoi tu ne peux pas venir? C'est Noël. Comment expliquer à une enfant de 11 ans que ses parents ont décidé que vous étiez persona non grata? Comment dire à un enfant que l'amour ne suffit pas toujours à surmonter l'entêtement et les blessures des adultes? Parfois, les adultes compliquent les choses plus qu'il ne le faudrait, Sarah. Mais je veux que tu saches que je pense à toi et à Tom aujourd'hui, et que je vous aime tous les deux très fort. Je t'aime aussi, mamie. Je peux te rappeler demain? Tu peux m'appeler quand tu veux, tant que tes parents sont d'accord. Tom veut te dire bonjour. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu le téléphone être passé, puis la voix de Tom, plus aiguë et plus excitée que celle de sa sœur. « Mamie, j'ai eu une voiture, et elle va super vite! » Ça a l'air incroyable, mon chéri. Tu fais attention avec? Oui, la plupart du temps. Je l'ai juste un peu écrasée. Papa dit que je dois m'entraîner plus. C'est en s'entraînant qu'on devient parfait. Tu t'amuses bien aujourd'hui? Oui, mais tu me manques. Quand est-ce que tu reviens nous voir? La question que je redoutais, posée avec la franchise innocente d'un enfant de 8 ans. Je ne sais pas, Tom, mais tu me manques aussi beaucoup. Peut-être que le Père Noël te ramènera pour mon anniversaire. C'est quand ton anniversaire déjà? Le 14 février. La Saint-Valentin. Je vais avoir 9 ans. 9 ans. J'avais déjà manqué tellement d'étapes importantes, et j'étais confrontée à la possibilité d'en manquer beaucoup d'autres. C'est très spécial, d'avoir son anniversaire le jour de la Saint-Valentin. Oui, parce que c'est le jour de l'amour, et j'aime tout le monde. La sagesse simple d'un enfant. Le 14 février, le jour de l'amour, et il aimait tout le monde. Je t'aime aussi, Tom. Toi et Sarah êtes deux de mes personnes préférées au monde entier. On va te faire une carte de Saint-Valentin. Sarah est super douée en dessin maintenant. J'adorerais ça plus que tout. Le téléphone a été passé à nouveau, et j'ai entendu la voix de Michel en arrière-plan, disant aux enfants qu'il était temps de terminer l'appel. Sarah est revenue en ligne. Je dois y aller maintenant. Mais je t'appellerai bientôt, d'accord? D'accord, ma chérie. Passe un merveilleux reste de Noël. Après qu'ils aient raccroché, je suis restée assise dans mon appartement silencieux, écoutant le bourdonnement de la ville à l'extérieur et ressentant ce curieux mélange de joie et de tristesse qui vient du fait d'être aimé par des gens qu'on n'a pas le droit de voir. Mais quelque chose avait changé pendant cet appel. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment pleine d'espoir.
Non pas parce que je m'attendais à ce que Michel change soudainement d'avis, mais parce que j'ai réalisé que l'amour ne nécessite pas de proximité. Tom et Sarah m'aimaient, et je les aimais, et cet amour existait indépendamment de l'approbation de leurs parents. Il faudrait que cela suffise. La carte de Saint-Valentin est arrivée le 10 février, 4 jours avant l'anniversaire de Tom. Une grande enveloppe Kraft, avec mon nom écrit de l'écriture soignée de Sarah et de l'impression exubérante de Tom. À l'intérieur se trouvaient 2 cartes faites à la main. Celle de Sarah était un collage complexe de cœurs et de fleurs avec « Je t'aime, mamie » épelé en colle à paillettes, et celle de Tom était un dessin au crayon de 3 personnages, se tenant la main sous un arc-en-ciel. Les personnages étaient légendés, moi, Sarah et mamie. Il y avait aussi un mot de Sarah. « Chère mamie, nous avons fait ça à l'école pendant le cours de dessin. Tom a insisté pour qu'on te les envoie, même si maman a dit qu'on devrait attendre et demander à papa d'abord. Mais Tom a dit que la Saint-Valentin, c'est pour l'amour et qu'on t'aime. Alors, on devait les envoyer. J'espère que tu les aimes. Bise, Sarah et Tom. » J'ai pleuré en lisant ce mot, des larmes de joie et de tristesse mêlées. Ces enfants, malgré tout, malgré des mois de séparation et de manipulation adulte, aimaient encore leur grand-mère assez pour défier les souhaits de leurs parents et s'assurer que je le sache. Je les ai appelés ce soir-là, le jour de l'anniversaire de Tom, m'attendant à tomber sur la messagerie de Michel ou à recevoir le refus sec de Sophie. Au lieu de cela, Tom a répondu lui-même au téléphone. « Allô? Joyeux anniversaire, mon chéri. »« Mamie, comment tu savais que c'était mon anniversaire? » Parce que je ne pourrai jamais oublier l'anniversaire de mon Valentin de 9 ans préféré. Je suis chez Royal Kids. On y fait ma fête. Royal Kids. Le chaos des jeux d'arcade, des enfants qui crient et des animaux animatroniques qui chantent. Le genre d'endroit où j'avais emmené Michel pour ses anniversaires quand il était petit et plus tard Sarah et Tom quand ils étaient plus jeunes. Ça a l'air super amusant. Tu passes un bon moment? Oui. Et mamie, devine quoi? J'ai fait un vœu quand j'ai soufflé mes bougies. Qu'as-tu souhaité? Je ne suis pas censée le dire, sinon ça ne se réalisera pas. Mais c'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment très fort. J'avais le sentiment de savoir ce que ce vœu pouvait être. Eh bien, j'espère qu'il se réalisera, mon grand. Moi aussi. Oh, papa veut te parler. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu le téléphone être passé, puis la voix de Michel, tendue d'une colère à peine contenue. « Maman, comment as-tu eu ce numéro? »« Comment ça? »« C'est ton portable. Le même numéro que tu as depuis 3 ans. » Tom n'était pas censé répondre au téléphone. Eh bien, il l'a fait. Et j'ai appelé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, ce que je pense avoir le droit de faire. On en a déjà parlé. On s'est mis d'accord sur des limites. On s'est mis d'accord que je pouvais venir à une seule pièce de théâtre et partir immédiatement après. On n'a jamais convenu que je ne pouvais pas appeler mon petit-fils pour son anniversaire. Les enfants ont été troublés quand ils ont reçu tes cartes de Saint-Valentin. Tom n'arrête pas de demander quand tu viens nous rendre visite. Et que lui as-tu dit? Que c'est compliqué. Ce n'est compliqué que parce que tu l'as rendu compliqué, Michel. Tout cela pourrait se terminer demain si tu décidais d'agir comme un adulte au lieu d'un enfant capricieux. Ce n'est pas moi qui... Si, c'est toi. C'est exactement toi. C'est toi qui as choisi de punir tes enfants parce que tu es en colère contre moi. C'est toi qui les as mis au milieu d'un conflit d'adultes qu'ils ne devraient pas avoir à gérer. Je les protège. De quoi? D'être aimés par leur grand-mère? D'avoir un autre adulte dans leur vie qui se soucie d'eux inconditionnellement? D'avoir leurs émotions manipulées par quelqu'un qui utilise l'amour comme une arme? L'accusation m'a frappé comme un coup de poing. Utiliser l'amour comme une arme. Est-ce vraiment ainsi qu'il voyait mon dévouement à ses enfants? Je n'ai jamais utilisé les sentiments pour blesser Tom ou Sarah. La seule personne qui fait ça, c'est toi. Je dois y aller. Nous sommes au milieu d'une fête. Michel, attends. Je peux juste dire une chose à Tom? Je peux juste lui dire que je l'aime pour son anniversaire? La pause a été si longue que j'ai cru qu'il avait raccroché. 30 secondes. La voix de Tom est revenue en ligne, essoufflée d'excitation. « Mamie,
J'ai mangé tellement de pizza. C'est merveilleux, mon chéri. Je voulais juste te dire que je t'aime très fort et que j'espère que tu passes le plus incroyable des anniversaires. Je t'aime aussi. Et Sarah dit de te dire qu'elle t'aime aussi. Dis-lui que je l'aime en retour. Amuse-toi bien pour le reste de ta fête, d'accord? D'accord. Au revoir, mamie. La ligne s'est coupée, et je suis restée assise tenant le téléphone, le cœur rempli d'amour, de désir et de frustration tout à la fois. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'allais cesser d'attendre la permission de Michel pour faire partie de la vie de ses enfants. Pas de manière conflictuelle, pas en violant les limites, ou en faisant des scènes, mais simplement en étant disponible quand ils avaient besoin de moi et en leur faisant savoir qu'ils étaient aimés. Si cela signifiait des appels téléphoniques occasionnels qui mettaient Michel en colère, qu'il en soit ainsi. Si cela signifiait des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël envoyés directement aux enfants, qu'il en soit ainsi. Si cela signifiait me présenter à des événements publics, où il pourrait être présent, qu'il en soit ainsi. J'avais passé près d'1 an à marcher sur des œufs, essayant de prouver que l'on pouvait me faire confiance avec un accès limité à mes propres petits-enfants. Mais plus j'essayais d'être la grand-mère parfaite et non menaçante, plus on m'imposait de restrictions. Il était temps d'arrêter de négocier avec des terroristes émotionnels. Le printemps est arrivé tôt à nouveau, et avec lui, des nouvelles inattendues. Madame Dubois a frappé à ma porte un jeudi soir, le visage rouge d'excitation. « Martine, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. »« Quoi? J'ai croisé votre belle-fille au supermarché. » La jolie blonde. Mon cœur s'est serré. Sophie faisant ses courses dans notre quartier ne présageait probablement rien de bon. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Oh oui, nous avons eu une sacrée conversation. Elle a demandé comment vous alliez, a dit que les enfants vous manquaient terriblement. Elle semblait très triste de toute cette situation. C'était inattendu. Dans tous nos conflits, Sophie avait été le parent le plus rigide des deux, la plus insistante sur les limites et la protection. Qu'a-t-elle dit exactement? Elle a demandé si je pensais que vous alliez bien en vivant seule, si vous sembliez seule. Je lui ai dit que vous étiez bien occupée avec votre écriture et vos cours d'art, mais que bien sûr les enfants vous manquaient. Elle a presque commencé à pleurer en plein milieu du rayon des fruits et légumes. J'ai essayé de traiter cette information. Est-ce que Sophie avait des doutes sur l'éloignement? Commençait-elle à voir le coup de tenir les enfants éloignés de leur grand-mère? A-t-elle dit quelque chose sur une éventuelle visite? Ou sur le fait que je puisse voir Tom et Sarah? Pas exactement, mais elle a demandé si je pensais que vous seriez ouverte à une conversation. Une vraie conversation, a-t-elle dit. Pas seulement se battre pour savoir qui avait raison et qui avait tort. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que vous étiez l'une des personnes les plus gentilles et les plus raisonnables que j'ai jamais rencontrées et que vous seriez probablement ouverte à toute conversation visant sincèrement à guérir cette famille. La confiance de Madame Dubois en moi était touchante, mais peut-être mal placée. Je n'étais pas sûre d'être prête pour une autre série de négociations, de conditions et de visites surveillées, mais pour Tom et Sarah, j'essaierais n'importe quoi. L'appel est arrivé 2 jours plus tard. La voix de Sophie, hésitante et incertaine. « Martine? C'est Sophie. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle. »« Bien sûr que non. Comment vas-tu? »« J'ai du mal, honnêtement. Les enfants demandent de tes nouvelles constamment. Le professeur de Tom a dit qu'il avait écrit une histoire sur sa grand-mère pour un devoir scolaire, et quand elle lui a demandé de la lire à voix haute, il s'est mis à pleurer parce qu'il a dit que sa grand-mère habitait loin maintenant. L'image de Tom pleurant à mon sujet devant sa classe était déchirante. « Je ne suis pas loin, Sophie. Je suis à 20 minutes en métro. »« Je sais. C'est pour ça que j'appelle. Je pense que nous avons fait une erreur. Une déclaration si simple, mais qui semblait monumentale venant d'elle. Quelle sorte d'erreur? Vous exclure complètement. Je sais que vous et Michel aviez vos problèmes, et je sais qu'il y avait des problèmes d'argent et de limites. Mais voir ce que cela fait à Tom et Sarah, ça n'en vaut pas la peine. Qu'en pense Michel? Il ne le sait pas. Et honnêtement, je ne suis pas sûre qu'il approuverait. Il est toujours assez en colère à propos de tout ce qui s'est passé. Et toi non. Une longue pause. Je suis fatiguée, Martine.
Je suis fatiguée d'être la méchante qui ne laisse pas les enfants voir leur grand-mère. Je suis fatiguée d'expliquer à leurs professeurs et à leurs amis pourquoi Mamie Martine ne vient plus aux événements scolaires. Je suis fatiguée de voir mes enfants souffrir. Son honnêteté était inattendue et désarmante. Que proposes-tu? Je veux commencer doucement. Peut-être que tu pourrais emmener Sarah faire les magasins pour ses vêtements de rentrée le week-end prochain? Juste vous deux, pour quelques heures. Et si ça se passe bien, peut-être que Tom pourrait se joindre à vous pour déjeuner le week-end suivant. Ce n'était pas tout ce que je voulais, mais c'était plus que ce que j'avais eu depuis près d'1 an. Et Michel, ne sera-t-il pas furieux quand il le découvrira? Probablement. Mais je pense qu'une fois qu'il verra à quel point les enfants sont heureux, il finira par se ranger à mon avis. Et s'il ne le fait pas, eh bien, on verra à ce moment-là. Sophie, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord. Penses-tu vraiment que je suis une menace pour Tom et Sarah? Crois-tu sincèrement que je ferai quoi que ce soit pour les blesser ou les manipuler? Une autre longue pause. Non. Je ne pense pas que tu sois une menace. Je pense que tu es une grand-mère qui aime ses petits-enfants et qui a fait quelques erreurs dans la gestion des conflits avec leur père. Mais je pense aussi que Michel et moi avons fait des erreurs dans la façon dont nous avons géré ça. C'était la chose la plus proche d'excuses que j'étais susceptible d'obtenir, et cela semblait suffisant. J'adorerais emmener Sarah faire les magasins. Qu'en pensais-tu? Samedi prochain? Je pourrais la déposer au centre commercial vers midi et la récupérer à 16 heures? Ça semble parfait. 4 heures seule avec ma petite fille. 4 heures pour rétablir notre relation sans marcher sur des œufs ou surveiller chaque mot de peur d'offenser. C'était comme un miracle. Samedi matin, je me suis réveillée avant l'aube, l'excitation et la nervosité se battant dans mon estomac. J'avais à peine dormi, planifiant et replanifiant notre après-midi ensemble. Et si Sarah avait changé pendant nos mois de séparation? Et si elle était en colère contre moi pour la séparation? Et si Sophie changeait d'avis à la dernière minute? Mais à midi pile, la voiture de Sophie s'est arrêtée devant l'entrée du centre commercial, et Sarah a sauté dehors avec un grand sourire et un câlin qui m'a presque renversée. Mamie, je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment. Je n'arrive pas à le croire non plus, ma chérie. Tu es prête à trouver de beaux vêtements neufs pour l'école? Oui. Et maman a dit qu'on pouvait prendre une glace aussi si on voulait. La glace est définitivement au programme. Sophie a baissé sa vitre. Je serai de retour à 16 heures. Amusez-vous bien, et Sarah, n'oublie pas d'être sage avec mamie. Je le serai. Alors que Sophie s'éloignait, Sarah a glissé sa main dans la mienne, et j'ai senti 1 an de tension et de chagrin commencer à se dissoudre. Nous avons passé l'après-midi comme n'importe quelle grand-mère et petite-fille pourrait le faire. À essayer des vêtements, à débattre entre des baskets et des sandales, à partager un énorme banana split. Sarah m'a parlé de l'école, de ses amis, du garçon dont elle était amoureuse en 6e et qui s'est avéré être totalement immature. Mais elle m'a aussi parlé des choses plus difficiles, du sentiment de confusion quand j'ai soudainement cessé de venir, de Tom qui s'endormait en pleurant certaines nuits parce que je lui manquais, du sentiment d'être prise au milieu de quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Je savais que toi et papa vous disputiez à propos de quelque chose, dit-elle en faisant tournoyer la sauce au chocolat dans sa glace. Mais je ne savais pas pourquoi ça signifiait que je ne pouvais plus te voir. Les adultes compliquent parfois les problèmes plus qu'il ne le faudrait, dis-je prudemment. Ton père et moi avions des désaccords sur des choses d'adultes, mais ça n'aurait jamais dû affecter ma relation avec toi et Tom. Tu es toujours en colère contre lui? Une question si perspicace de la part d'une enfant de 12 ans. Je suis triste de certains des choix qu'il a faits, mais je ne suis pas intéressée à rester en colère pour toujours. La vie est trop courte, et il y a trop de belles choses sur lesquelles se concentrer à la place. Comme faire du shopping avec sa petite fille? Exactement comme faire du shopping avec sa petite fille. Quand Sophie est venue chercher Sarah à 16 heures, ma petite fille était chargée de sacs de courses et rayonnante de bonheur. Tu t'es amusée? Le meilleur moment de ma vie. Mamie m'a laissé choisir tout ce que je voulais. On s'est fait faire les ongles, et elle m'a raconté des histoires de quand papa était petit. Ça a l'air merveilleux. Tu as bien remercié mamie? Merci beaucoup, mamie. On peut refaire ça bientôt? Je l'espère, ma chérie.
Alors qu'elle s'éloignait, Sarah a collé son visage à la vitre arrière et a fait un signe de la main jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Je suis restée sur le parking, me sentant plus complète que je ne l'avais été depuis des mois. 2 jours plus tard, Sophie a rappelé. « Martine, je ne saurais trop vous remercier pour samedi. Sarah n'arrête pas d'en parler, et elle semble être redevenue elle-même pour la première fois depuis des mois. C'était un plaisir. Elle a tellement grandi. » Oui. Et Martine? J'ai parlé à Michel du shopping. Mon cœur s'est arrêté. Comment l'a-t-il pris? Il était en colère au début. Mais quand il a vu à quel point Sarah était heureuse, quand il l'a entendue rire et raconter à Tom toute votre journée ensemble, je pense que ça lui a fait réaliser ce que nous leur faisions subir. Et? Il a accepté de laisser Tom déjeuner avec vous ce week-end. Juste un déjeuner, juste vous deux. Des petits pas. Des petits pas. Mais des pas quand même. Dans la bonne direction. J'adorerais ça plus que tout. Il y a une condition, cependant. Mon cœur s'est serré. Il y avait toujours des conditions. Quoi? Il veut te parler d'abord. Juste vous deux, avant que tu n'emmènes Tom n'importe où. Il dit qu'il y a des choses qui doivent être dites. Une conversation avec Michel. La pensée m'a remplie à la fois d'espoir et de crainte. Et s'il s'en servait comme d'une occasion pour lister tous mes échecs en tant que mère et grand-mère? Et s'il posait des conditions impossibles à ma relation avec les enfants? Mais et s'il ne le faisait pas? Et s'il était enfin prêt à reconnaître son propre rôle dans ce gâchis et à travailler à une véritable réconciliation? Quand veut-il parler? Demain soir, si vous êtes libre. Il a suggéré de se retrouver au café du coin, celui près de votre appartement, le même bistrot où nous avions nos déjeuners de famille hebdomadaires avant que tout ne s'effondre. Le symbolisme semblait intentionnel. J'y serai. À quelle heure? 19 heures. Après que Sophie ait raccroché, j'ai passé le reste de la soirée à me préparer pour ce qui me semblait être la conversation la plus importante de ma vie. Non seulement ma relation avec Michel, mais mon avenir avec Tom et Sarah était en jeu. Je suis arrivée au bistrot avec 15 minutes d'avance et j'ai choisi une banquette dans le coin arrière où nous pourrions parler en privé. L'odeur familière du café et de la nourriture m'a rappelé des souvenirs de temps plus heureux. Tom empilant des morceaux de sucre pendant que Sarah coloriait sur des sets de table en papier, Michel souriant et riant réellement avec ses enfants, au lieu de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Il est entré à 19 heures précises, l'air plus âgé et plus fatigué que dans mon souvenir. L'année écoulée nous avait vieillis tous les deux. « Salut, maman. »« Bonjour, Michel. » Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, et pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés. Mon fils, l'homme que j'avais élevé seul, l'enfant pour qui j'avais tout sacrifié, assis en face de moi comme un étranger. « Merci d'être venu, » a-t-il dit finalement. « Merci de m'avoir demandé de venir. » La serveuse est venue prendre nos commandes, un café pour nous deux, une part de tarte que ni l'un ni l'autre ne mangerait. Quand elle est partie, le silence s'est installé sur notre table comme un brouillard. Sophie m'a parlé de samedi, a-t-il dit. Sarah a passé un moment merveilleux. J'espère qu'elle te l'a dit. Elle l'a fait. Elle n'arrête pas d'en parler. Il a remué son café distraitement. J'avais oublié le son de sa voix quand elle est vraiment heureuse. C'est une fille incroyable. Ils le sont tous les deux. Tu devrais être fière. Je suis fière. Mais je suis aussi... Il a cherché ses mots. J'ai aussi honte de moi. L'aveu flottait entre nous comme un pont qui pouvait être traversé ou brûlé. De quoi as-tu honte? De ce que je leur ai fait subir. De ce que je t'ai fait subir. De l'homme que je suis devenu alors que j'étais censée protéger ma famille. C'était plus d'honnêteté que je n'en avais entendu de sa part depuis des années. Michel, non, laisse-moi finir. J'ai besoin de dire ça. Il m'a regardé directement pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Tu avais raison pour l'argent. Je l'ai pris sous de faux prétextes. Et tu avais raison de dire que t'éloigner des enfants était cruel et inutile. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Regarder Tom s'endormir en pleurant parce que sa grand-mère lui manquait. Voir Sarah se renfermer sur elle-même, perdre la confiance et la joie qu'elle avait avant.
réaliser qu'en essayant de les protéger de ce que je considérais comme ton ingérence, je leur faisais en fait du mal. Je n'ai jamais voulu m'ingérer, Michel. Je voulais juste les aimer. Je le sais maintenant. Je le savais aussi à l'époque, pour être honnête. Mais j'étais en colère et blessée et je me sentais jugée à chaque fois que tu proposais de l'aide ou que tu faisais des suggestions sur la façon de gérer les choses. Pourquoi ne me l'as-tu pas simplement dit au lieu de m'exclure de leur vie? Il est resté silencieux un long moment, fixant sa tasse de café. Parce qu'il était plus facile de faire de toi le problème que de faire face à mes propres échecs. Plus facile de me dire que tu étais contrôlante et manipulatrice que d'admettre que j'étais un homme adulte qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille sans l'aide de sa mère. L'honnêteté était brutale et belle à la fois. Tu n'es pas un échec, Michel. Être parent est difficile. Être mari est difficile. Personne ne fait tout bien tout le temps. Mais certains d'entre nous ne mentent pas à leur mère et ne volent pas leur argent de course pour payer des vacances. Non, c'est vrai. Mais ils ne tiennent généralement pas non plus leurs petits-enfants à l'écart pendant 1 an parce qu'ils sont trop fiers pour s'excuser. Nous sommes restés en silence à nouveau, le poids de toute la douleur, la colère et l'amour entre nous se déposant comme des sédiments dans une eau calme. « Je veux arranger ça », dit-il finalement. « Je veux que Tom et Sarah retrouvent leur grand-mère. Je veux que nous soyons de nouveau une famille. » À quoi ça ressemble pour toi? Je ne sais pas encore. Mais je sais que ça commence par moi qui te dis que je suis désolée. Je suis désolée d'avoir pris ton argent malhonnêtement. Je suis désolée d'avoir tenu les enfants loin de toi. Je suis désolée d'avoir fait de toi la méchante alors que c'est moi qui ai créé ce gâchis. Les excuses que j'attendais depuis près d'1 an. Elles n'effaçaient pas la douleur ni ne réparaient les dégâts, mais c'était un début. Je suis désolée aussi, ai-je dit. Je suis désolée si j'ai été trop contrôlante, trop impliquée, trop prompte à offrir une aide qui ressemblait à une critique. Je suis désolée si mon amour a parfois ressemblé à une pression. Ce n'était pas le cas, maman. Ton amour n'a jamais ressemblé à une pression. Mon incapacité à accepter l'aide avec grâce, c'était mon problème, pas le tien. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne, et pour la première fois depuis plus d'1 an, il ne l'a pas retirée. Alors, où allons-nous à partir de maintenant? J'aimerais que tu emmènes Tom déjeuner ce samedi, comme l'a suggéré Sophie. Juste vous deux, pour qu'il puisse commencer à avoir confiance que tu seras dans sa vie de manière constante. Et après ça, on prendra les choses un jour à la fois. Peut-être des dîners du dimanche ici, comme avant. Peut-être des fêtes d'anniversaire et des pièces de théâtre scolaire sans que je sois dans un coin, craignant que tu ne fasses une scène. Je n'ai jamais fait de scène, Michel. Je sais. Je projetais ma propre anxiété sur toi. Tu as toujours été appropriée avec les enfants, toujours respectueuse de nos règles même quand tu n'étais pas d'accord avec elles. Une reconnaissance si simple, mais qui ressemblait à une absolution. Est-ce que ça veut dire que je peux les appeler à nouveau? Envoyer des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël? Ça veut dire que tu peux redevenir leur grand-mère, quelle que soit la forme que ça prend. Plus de visites surveillées ou d'heures de contact limitées. Juste la famille. Juste la famille. La phrase que j'avais tant espéré entendre depuis près d'1 an. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus, réglant la logistique et les attentes, abordant les questions pratiques de la reconstruction de la confiance et du rétablissement des relations. Mais plus que ça, nous avons parlé comme une mère et son fils pour la première fois depuis des années. Honnêtement, ouvertement, sans défensive ni accusation. Quand nous avons finalement quitté le bistrot, Michel m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, et j'ai senti la dernière couche de glace autour de mon cœur commencer à fondre. Le déjeuner du samedi avec Tom a été tout ce que j'avais espéré et plus encore. Il a bavardé sans arrêt sur l'école, les amis, la voiture télécommandée qu'il avait eue à Noël et qui avait maintenant 2 roues et un pare-choc en moins à cause de divers accidents. « Mamie, tu m'as tellement manqué !» a-t-il dit autour d'un croque-monsieur et d'un chocolat au lait. Je n'arrêtais pas de demander à papa quand tu revenais. Et il disait que c'était compliqué, mais je ne comprends pas ce qu'il y avait de si compliqué. Parfois, les adultes rendent les choses plus difficiles qu'elles ne le devraient, ai-je dit, répétant ce que j'avais dit à Sarah. Mais l'important, c'est que je suis là maintenant, et je ne vais plus repartir. Promis? Je te le promets. Il a souri et a pris une autre bouchée de son sandwich,
et j'ai senti le dernier morceau de mon cœur brisé se remettre en place. Ce soir-là, Michel a appelé pour savoir comment s'était passé notre déjeuner. Il a dit que c'était la meilleure journée qu'il ait eue depuis une éternité, lui ai-je dit. Il m'a dit la même chose. Maman, je ne peux pas te dire à quel point ça fait du bien de le revoir heureux. Ça fait du bien de vous voir tous heureux à nouveau. Voudrais-tu te joindre à nous pour dîner dimanche? Rien d'extraordinaire, juste un dîner en famille chez nous. Un dîner en famille chez eux. L'invitation que j'espérais depuis le début de ce cauchemar. J'adorerais ça plus que tout. Bien. Viens à 17h. Et maman? Oui? Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Je suis restée assise dans mon appartement silencieux après que nous ayons raccroché, entourée de la vie que j'avais construite pendant mon année d'exil. Mes livres d'art, mes carnets d'écriture, mes projets de poterie, mes routines indépendantes, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je rentrais chez moi, dans ma famille, mais je ne retournais pas être la femme que j'étais avant. L'année de séparation, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'avait appris des choses sur ma propre force, ma propre valeur, ma propre capacité au bonheur qui existait indépendamment de l'approbation des autres. Je pouvais aimer Michel, Tom et Sarah de tout mon cœur sans me perdre dans cet amour. Je pouvais être une mère et une grand-mère dévouées sans être un paillasson. Je pouvais offrir de l'aide et du soutien sans accepter le manque de respect en retour. Plus important encore, j'avais appris que l'amour sans limite n'est pas vraiment de l'amour. C'est un besoin déguisé en générosité, une peur déguisée en dévouement. La femme qui entrerait dans l'appartement de Michel le dimanche soir serait la même femme qui avait été exilée un an plus tôt, mais plus forte, plus sage, plus sûre de sa propre valeur et moins disposée à compromettre sa dignité pour l'illusion de l'harmonie. Le dîner du dimanche a été tout ce dont j'avais rêvé pendant les moments les plus sombres de notre éloignement. Tom et Sarah se sont disputés pour savoir qui s'assiérait à côté de moi. Sarah m'a montré ses derniers projets artistiques. Tom a fait la démonstration de ses compétences améliorées avec la voiture télécommandée désormais à 3 roues. Sophie et moi avons discuté de son travail, de son club de lecture, une conversation normale entre membres d'une même famille. Et Michel. Michel a souri, vraiment souri, sans la tension et la colère défensive qui avaient marqué nos interactions pendant si longtemps. « Maman, j'ai réfléchi, » dit-il au dessert. « Que dirais-tu de garder les enfants de temps en temps le vendredi soir? Comme avant? Avant que tu ne décides que j'étais persona non grata, il a eu la grâce d'avoir l'air embarrassé. Oui, avant ça, j'adorerais les soirées pyjama du vendredi. Mais seulement si tout le monde est vraiment à l'aise avec ça. Pas parce que quelqu'un se sent obligé. On le veut tous, dit Sarah avec emphase. N'est-ce pas, Tom? Oui, on pourra faire des crêpes le matin comme avant? Bien sûr qu'on pourra faire des crêpes aux myrtilles, avec du vrai sirop d'érable. Oui. En regardant autour de la table ces visages que j'aimais tant, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement que je ne m'attendais plus jamais à connaître. Non seulement parce que nous étions ensemble, mais parce que nous étions ensemble à des conditions qui honoraient la dignité et l'autonomie de chacun. 6 mois plus tard, notre nouvelle normalité s'est installée dans quelque chose de durable et de beau. Tom et Sarah passent la plupart des vendredis soirs dans mon appartement et nous avons retrouvé nos anciennes routines de pâtisserie, de bricolage et d'histoire du soir. Mais maintenant, il y a une aisance qui n'existait pas avant. Pas de marche sur des œufs, pas de tension tacite, pas le sentiment de devoir acheter leur amour avec des cadeaux et des privilèges. Michel et moi parlons régulièrement, et bien que notre relation ne sera probablement jamais ce qu'elle était quand il était petit, elle est honnête maintenant d'une manière qu'elle n'a jamais été auparavant. Il demande parfois des conseils, et je les donne. Il demande de l'aide occasionnellement, et je l'offre, ou non, selon ce qui semble juste pour tout le monde. J'ai toujours mes parties de belote du jeudi soir, mon groupe d'écriture, mes cours d'art, ma vie indépendante construite pendant l'année d'exil. Au lieu d'être quelque chose dans lequel je me réfugie lorsque la vie de famille devient écrasante, ces activités font partie de qui je suis maintenant. Pas seulement la mère de Michel ou la grand-mère de Tom et Sarah, mais Martine, une femme avec ses propres intérêts, amitiés et activités.
L'argent que Michel a pris n'a jamais été remboursé et je ne l'ai jamais redemandé. Non pas parce que je ne le méritais pas, mais parce que j'ai réalisé que demander réparation aurait été une question de punition plutôt que de guérison. La leçon était plus précieuse que l'argent. Mais il y a des limites maintenant qui n'existèrent pas avant. J'aide quand on me le demande et quand cela me semble juste, mais je n'offre pas d'argent pour résoudre tous les problèmes. Je donne des conseils quand on me les demande, mais je ne m'immisce pas dans des décisions qui ne me concernent pas. J'aime librement et complètement, mais je m'aime aussi assez pour attendre du respect en retour. La semaine dernière, Tom m'a demandé pourquoi j'avais cessé de venir les voir pendant si longtemps l'année dernière. Ton père et moi avions des désaccords sur des choses d'adultes, lui ai-je dit, ce qui était vrai dans une certaine mesure. Mais nous avons réglé ça parce que la famille est trop importante pour rester en colère pour toujours. Vas-tu encore partir un jour? Pas à moins que je ne sois obligée, mon chéri. Et si jamais je le fais, tu sauras toujours comment me trouver. Cela sembla le satisfaire, et il retourna à la construction d'une structure élaborée en Lego qui serait probablement détruite et reconstruite 17 fois avant l'heure du coucher. Sarah, maintenant âgée de 13 ans et plus perspicace que jamais, m'a acculée plus tard pendant que Tom regardait la télévision. « Mamie, je sais qu'il y avait plus que de simples désaccords. »« Que veux-tu dire? » ?»« Je veux dire que je me souviens de cette fois où tu as trouvé les papiers de la banque, et je me souviens que papa avait l'air vraiment coupable et en colère. Et je me souviens que maman a beaucoup pleuré à cette époque. Une fille si brillante et observatrice. J'aurais dû savoir qu'elle reconstituerait le puzzle. Tu as raison, il y avait plus que ça. Mais les détails n'ont plus d'importance. Ce qui est important, c'est que nous avons tous appris de précieuses leçons sur la façon de nous traiter les uns les autres. Quel genre de leçons? Qu'aimer quelqu'un ne vous donne pas le droit de profiter de lui. Que les membres d'une famille devraient se respecter, pas seulement s'aimer. Que parfois, il faut être prêt à perdre quelqu'un temporairement pour avoir une vraie relation avec lui de façon permanente. Elle a réfléchi sérieusement à cela, de la manière dont elle réfléchissait à tout. C'est pour ça que tu as arrêté de laisser papa te marcher sur les pieds? Je ne voyais pas ça comme ça à l'époque. Je pensais que c'était être une bonne mère. Mais il y a une différence. Oui, ma chérie, il y a une différence. Être une bonne mère signifie aimer son enfant inconditionnellement mais ne pas accepter un traitement irrespectueux. C'est aider quand on peut, mais ne pas encourager un mauvais comportement. C'est être là pour sa famille, mais ne pas se perdre dans le processus. Ça a l'air compliqué. C'est compliqué. Mais la plupart des choses qui en valent la peine le sont. Elle m'a serré dans ses bras alors, une de ces étreintes d'adolescente féroce qui communiquent tout sans mots. Au moment où j'écris ces lignes, assise dans mon appartement un dimanche soir tranquille, je peux entendre la ville vibrer de vie à l'extérieur de ma fenêtre. Des klaxons et des sirènes, le son lointain de la musique d'un restaurant en bas de la rue, la symphonie urbaine réconfortante qui a été la bande-son de ma vie d'adulte. Sur mon bureau se trouve une photo de la fête du 9e anniversaire de Tom le mois dernier. Nous tous ensemble autour d'un gâteau au chocolat, les visages illuminés par les bougies et la joie. Sarah a son bras autour de mes épaules. Tom fait des oreilles de lapin derrière la tête de Michel. Sophie rit de quelque chose que quelqu'un a dit juste au moment où la photo a été prise. Nous ressemblons à une famille normale et heureuse. Et à bien des égards, nous le sommes. Mais je sais quelque chose maintenant que je ne savais pas lorsque la photo a été prise l'année dernière ou l'année d'avant. Le bonheur n'est pas l'absence de conflit ou la présence d'une harmonie constante. Le vrai bonheur, le bonheur durable, vient de relations authentiques, bâties sur le respect mutuel et l'amour sincère. L'année que j'ai passée en exil, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a appris plus sur moi-même et ma propre valeur que des décennies à vouloir plaire aux gens ne l'ont jamais fait. Elle m'a appris que je pouvais survivre au fait d'être indésirable, d'être rejetée, d'être punie pour m'être défendue. Elle m'a appris que ma valeur en tant que personne ne dépendait pas du besoin que des gens qui me prenaient pour acquise avaient de moi. Plus important encore, elle m'a appris que l'amour, le vrai amour, ne vous demande pas de vous diminuer pour que les autres se sentent à l'aise. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous vous êtes demandé si vous en demandiez trop en demandant un respect et une dignité de base, si on vous a fait sentir coupable d'avoir des limites et des attentes, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul.
je veux que vous sachiez qu'il est possible de reconquérir votre valeur sans perdre les gens que vous aimez, même si cela peut nécessiter de les perdre temporairement pour sauver la relation. Et si vous n'avez pas vécu cela vous-même, mais que vous reconnaissez quelqu'un dans votre vie qui l'a fait, un parent, un grand-parent, un ami qui donne et donne et donne, sans jamais recevoir le respect qu'il mérite, j'espère que mon histoire vous aide à le voir différemment. J'espère qu'elle vous aide à comprendre que la gentillesse et la générosité ne sont pas des ressources infinies et que même les personnes les plus aimantes ont des limites. Le message que j'ai caché dans l'ours en peluche de Tom ce jour-là, celui qui a fait paniquer Michel lorsqu'il a été découvert, disait simplement que j'aimais mes petits-enfants et que j'espérais les revoir un jour. Une si petite chose, en réalité, mais elle représentait quelque chose de plus grand. Mon refus de disparaître tranquillement, mon insistance à maintenir le lien même lorsque le lien était interdit. Ce message était ma déclaration que l'amour ne nécessite pas de permission, que les relations ne peuvent pas être contrôlées par des tiers, et que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'encourager un comportement destructeur. C'était ma façon de dire « Je ne serai pas effacée de la vie des gens que j'aime, même si les aimer me coûte tout. » La panique que Michel a ressentie lorsque ce message a été découvert n'était pas vraiment à propos du message lui-même, je le réalise maintenant. C'était à propos de la reconnaissance qu'il ne pouvait pas contrôler complètement le récit, qu'il ne pouvait pas me faire disparaître simplement parce que ma présence le mettait mal à l'aise avec ses propres choix. C'était la panique de quelqu'un qui réalisait soudain que les actions ont des conséquences, que les relations sont bâties sur le respect mutuel et que l'amour sans responsabilité devient finalement tout autre chose. Aujourd'hui, près de 2 ans après le début de toute cette épreuve, je suis dans une meilleure situation que je n'aurais jamais pu l'imaginer pendant ces sombres mois de séparation. J'ai retrouvé ma famille, mais je me suis aussi retrouvée. J'ai des relations bâties sur l'honnêteté plutôt que sur l'obligation. L'amour exprimé par le respect plutôt que par la conformité. J'envoie toujours des cartes d'anniversaire et des cadeaux de Noël à Tom et Sarah. J'assiste toujours aux pièces de théâtre de l'école et aux matchs de football. J'aide toujours aux devoirs et je fais du babysitting d'urgence quand c'est nécessaire. Mais je fais ces choses depuis une position de force plutôt que de désespoir, comme des cadeaux offerts librement plutôt que des paiements exigés pour être acceptés. Et Michel est devenu l'homme que j'ai toujours espéré qu'il pourrait être. Pas parfait, pas sans défaut, mais honnête sur ses erreurs et déterminé à être meilleur. Il a appris à demander de l'aide sans manipulation, à accepter le soutien sans ressentiment, à être en désaccord sans diaboliser. Plus important encore, il a appris qu'être un bon père ne l'oblige pas à être un fils parfait et qu'accepter l'amour de sa mère ne diminue pas son autorité en tant que parent. L'ours en peluche, gardien, est toujours assis sur le lit de Tom. La poche secrète où j'ai caché ce message fatidique contient maintenant un galet lisse de notre dernière promenade au Champ de Mars, un ticket du match du PSG où Michel l'a emmené le mois dernier, et une photo de nous 4, Tom, Sarah, Michel et moi, de la fête du 13e anniversaire de Sarah. Des trésors. De petits souvenirs d'une enfance qui inclut sa grand-mère, d'une famille qui a appris à mieux s'aimer en se perdant presque complètement. Parfois, les choses les plus précieuses de la vie sont celles que nous avons failli perdre. Parfois, l'amour le plus profond pousse sur le sol d'une séparation temporaire. Parfois, il faut être prêt à s'éloigner pour trouver le chemin du retour. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où l'amour ressemblait à un champ de bataille? Ou prendre soin profondément semblait coûter tout ce que vous aviez à donner? Avez-vous déjà dû choisir entre être traité avec respect et maintenir des relations avec les personnes que vous aimiez? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience compte, votre force inspire les autres, votre guérison contribue à la guérison de tous ceux qui lisent ces mots. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que vous méritez un amour qui ne vous demande pas de sacrifier votre dignité, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Cela m'aide à continuer à partager ces histoires de douleur et de rédemption, ces témoignages de la résilience du cœur humain. Car si nous ne racontons pas nos histoires, les difficiles, les compliquées, celles qui n'ont pas de réponse simple ni de fin parfaite, qui le fera?
Et si nous n'apprenons pas des luttes et des triomphes les uns des autres, comment trouverons-nous le courage d'exiger l'amour que nous méritons et de donner l'amour qui guérit? Merci de m'avoir écouté. Merci de votre compréhension. Merci de faire partie d'une communauté qui croit au pouvoir de l'amour authentique, des limites saines et des secondes chances. Merci de me rappeler que je ne suis pas seule dans ce voyage magnifique, compliqué, parfois déchirant, mais toujours enrichissant qu'est la vie.